Bonjour et bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec la communauté française, la communauté francophone en Acadiana. Et on a de la chance cette fois parce qu'on a Madame Amanda Lafleur avec nous encore une fois. Rebonjour Madame. Rebonjour aussi à toi Marguerite. Puis la dernière fois, on a parlé de Saint-Luc, ce qu'ils font à Arnaudville avec l'ancien hôpital. Puis c'est avec Nounou un peu le centre culturel à Arnaudville. Et on a parlé de NYU. Il y avait des étudiants de NYU qui sont venus récemment, qui ont été à Arnaudville. Ouais. Mais il y a d'autres groupes aussi. Il y a un groupe de LSU, premièrement. Un groupe de LSU qui arrivera fin mai, fin mai, je crois. Et puis, c'est quoi cette affaire de Wharton School of Business? Parce que quand quelqu'un m'a dit ça, j'étais comme, mais qu'est-ce que les hommes d'affaires font à Arnaudville? Mais ce sont des étudiants qui sont spécialistes aux affaires internationales. OK. Et ils parlent tous un très, très bon français. Donc, et parmi le groupe, moi, je ne les ai pas rencontrés personnellement, mais j'ai lu leur résumé à chacun. Et il y en avait plusieurs qui avaient été élevés ou qui avaient habité l'autre bord, quelque part en Europe, en Amérique du Sud, au Canada, etc. Mais ils parlaient tous couramment le français et ils s'intéressaient aux activités de développement dans la communauté. Ils s'intéressaient à voir comment la coopérative de Nounous travaillait justement pour développer la communauté du point de vue économique, mais aussi du point de vue artistique et du point de vue social. Donc, eux, ils voulaient voir ça et ils pensent revenir, peut-être envoyer des stagiaires, c'est-à-dire des gens qui vont être des volontaires, qui vont travailler avec Nounous pour aider à réaliser leur projet. OK. Ouais. Et donc, ils reviennent cette année? Ça, c'est pas encore sûr, mais c'était une visite un peu pour explorer les possibilités, aussi de faire des projets de service. Parce que comme tu connais, dans tous les collèges à cette heure, je dis tous les collèges, peut-être pas tous, mais dans beaucoup de collèges, l'aspect service communautaire prend une importance et une figure que ça n'avait pas avant. Ça fait, à cette heure, on a souvent des étudiants qui, par exemple, des étudiants en architecture ou en design, qui vont aller à une école et peut-être refaire le terrain et créer des jeux et des choses pour jouer avec dessus le playground. Il y a des étudiants en anglais qui vont aller dans les foyers de vieux, qui vont écouter les histoires orales des gens, des personnes âgées pour écrire leur biographie. Il y a des gens qui vont travailler pour, par exemple, peut-être aider à créer une app pour un organisme à but non lucratif, un non-profit. Oui. Donc, ça, c'est des exemples de travail de service. Donc, c'était un peu comme ça avec que font Wharton les Business collèges. School? Et Wharton venait voir, ils voulaient découvrir un peu la culture francophone de la Louisiane, mais aussi ils cherchaient des possibilités de faire des projets de service à l'intérieur des communautés en Louisiane, des communautés francophones. Et donc, ils ont choisi Nounous comme première possibilité. OK, cool. Ouais. Et on parlait aussi la dernière fois du fait que toi, tu as élevé tes enfants en français. Ouais. Et je t'ai demandé si c'était difficile, mais est-ce que tu auras des conseils pour quelqu'un dans le monde qui veut, en Louisianais, je dois dire surtout, mais n'importe qui, mais qui veut élever un enfant en français, vu que toi, tu as eu un peu de succès là-dedans, avec deux enfants qui parlent français? Mais mes enfants parlent toujours français. Ils sont toujours capables de parler français. Leur choix de parler français, ça dépend d'avec qui ils sont. Ça dépend, dans certains cas, de leurs humeurs aussi.
Mais je peux parler un petit peu de mon expérience et l'expérience que mes amis, qui ont aussi élevé leurs enfants, ont eu. Peut-être la première chose que je dois dire, c'est il faut jamais, jamais lâcher la patate. C'est que c'est pas parce qu'un enfant à l'âge de 5 ans commence à dire des choses comme I don't want to speak French, none of my friends speak French. Ou comme mon fils, quand il était arrivé à l'âge de l'adolescent, qui me disait en anglais, I'm an American, we're going to speak American over here. On va entendre toutes sortes de choses. C'est pas parce que moi, je veux que mes enfants parlent français qu'ils vont nécessairement accepter ça tout de suite dans leur vie comme un don et comme un avantage. Mais c'est sûr, toutes les données, toutes les expériences, tout ce qu'on sait sur le développement cognitif de la personne, c'est que si un enfant commence tôt à parler français, que ça va être beaucoup plus facile, que l'accent sera là, que certaines structures deviendront naturelles sans effort. Et donc, avec mes enfants, une chose qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des gens, par exemple, on avait quelqu'un qui venait à la maison pour s'occuper d'eux. Et on choisissait toujours une personne qui acceptait de leur parler juste en français. Et ça, ce n'était pas toujours évident, parce que parfois, on interviewait des personnes qui parlaient bien, qui parlaient couramment le français, pour qui le français était la première langue. Puis, je me rappelle très bien d'un exemple d'une petite dame qui est venue à la maison. On a commencé à discuter, elle et moi, en français pendant une bonne trentaine de minutes. Et puis, je pensais, c'est la personne, je vais l'engager, elle. Et puis là, mon mari rentre avec mon fils qui venait de se lever de sa petite chambre. Il avait peut-être 2 ans, ou peut-être plutôt 1 an et demi, quelque chose comme ça. Il rentre, et puis la petite dame dit, Well, hey, Sha, what's your name? Come see me. Elle n'arrivait pas à parler en français avec un petit parce qu'elle avait été élevée dans le temps où ça ne se faisait pas. Oui, tu ne parles pas français avec des petits. Ouais. Ou des chiens. C'était l'histoire qu'on racontait à tout le monde. Donc, c'est pas évident. Il y a des gens qui croient, mais c'est un peu comme les profs de français qui veulent bien que les étudiants apprennent à parler français, mais qui va leur montrer en anglais comment parler en français. Oui. Il faut, à un moment donné, y croire. Il faut avoir la foi que ça va venir sauter naturellement. Et ça vient naturellement, en fait. L'autre chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas être trop idéologue. Il y a certainement des moments où on finit par dire des choses en anglais, surtout si ton enfant est avec un autre enfant. Dans notre cas, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était que, entre mon garçon et ma fille, il y a 4 ans. Ça fait que quand lui, il était bébé, c'était le seul, donc on pouvait contrôler beaucoup de choses. La télévision était uniquement en français, avec les adultes qui étaient mes amis qui parlaient français, c'était uniquement en français. Bon, évidemment, avec la belle famille, eux, ils parlaient anglais avec mon fils. Mais avec ma fille, déjà, il y avait des petits amis qui rentraient à la maison, les amis de mon fils, qui parlaient anglais. Puis lui, il comprenait comment fonctionnait la télévision aussi, donc il pouvait changer. Tout à fait. Il fallait être un peu plus relax avec ça. Mais ça qu'on a découvert aussi, c'était que les petits amis, ceux qui étaient en immersion avec eux autres, ça, c'était pas un problème. Mais ceux qui n'étaient pas en immersion, qui ne parlaient pas français, rentraient dans le jeu. Et on a parlé de ça la dernière fois, je pense, quand je disais, si jamais je sortais une bouteille de jus ou une bouteille de lait, je disais, du lait ou du jus? Un enfant anglophone est tout à fait capable de répondre jus ou lait. Oui. Donc, il y a ces choses-là. Et il faut avoir de la patience aussi, parce que ce que j'ai découvert avec mes petits, c'était que devenus grands, quand ils étaient, moins ma fille, mais certaines fois, quand ils étaient adolescents, c'était un peu comme quand ils parlaient avec leurs amis. Yeah, it's kind of weird in my family. We speak French over here. And mais rendu à un certain âge, il y avait des gens qui disaient,
wow, you speak French? How did you learn French? Oh, on parlait à la maison. Et puis tout d'un coup, c'était comme cool. Donc, il faut rouler avec. Hein. Ça ne va pas être facile tous les jours. Mais je pense que, comme je dis, l'important, c'est de ne pas lâcher la patate et de ne pas abandonner tout simplement parce qu'un enfant commence à te répondre en anglais. Même quand mes enfants ont passé par cette période-là, parfois je répétais jusqu'à ce qu'ils me répondent en français. Parfois, j'étais un peu plus laxe avec eux, un peu plus généreuse et je les laissais me répondre en anglais, mais moi, je continuais de parler en français. On a aussi fait exprès pour avoir des amis francophones souvent à la maison et les amis qui ont soutenu cela. Mais ça, c'est naturel. Si c'est toujours comme... je connais pas même le mot que je cherche en anglais, mais si c'est toujours quelque chose qui est fait exprès, s'ils ne voient pas juste des gens qui se parlent en français parce qu'ils veulent se parler en français. C'est artificiel. Ouais. Donc, je crois que ça, c'est important. Il faut créer un réseau et il faut, comme tu dis, vivre dans ce réseau-là. D'accord. Bon, ce sont des bons conseils. Je pensais à... on est dans la période de carême en ce moment. C'est le carême. Et puis, on a Pâques qui vient. Est-ce que tu as... toi, tu connais assez bien tout le folklore de la Louisiane et tout ça. Tu connais... Je sais qu'on a parlé... dans le passé, on a parlé des petites danses de carême. Est-ce que, pour des gens qui s'intéressent, peut-être, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est ces petits... Parce qu'ils ne pouvaient pas danser dans le passé. Aujourd'hui, on est un peu lax, là. On est un peu paresseux. On dit, c'est carême, mais je veux une bière quand même. C'est carême, mais je veux aller danser quand même. Mais il y en a qui sont toujours très pratiquants, qui observent et qui ne vont pas boire pendant la période de carême ou qui ne vont pas manger de sucre ou de douceur en carême. C'est sûr qu'il y en a qui sont très, très stricts pour cela. Mais là, quand on parle des danses, on parle des danses rondes ou des jeux de carême. Et il faut dire tout d'abord que ça, ce n'est pas une expérience comme moi j'ai vécue dans mon enfance. Ça remonte à plus loin que ça. Oui. Et je les ai apprises, les danses et tout ça, ou les jeux, si on parle de carême, avec Madame Jeanne Castille de Saint-Martin, qui était déjà assez âgée au début des années 80 ou fin des années 70, quand elle a montré ses danses au professeur de Saint-Martin dans le temps. Et d'après ses explications à elle, dans les paroisses de Saint-Martin et aussi les paroisses de Vermillon, comme tu dis, il y avait une interdiction, il ne fallait pas danser et il ne fallait pas jouer de la musique non plus. Oui, c'était sérieux. Et puis, en fait, tu connais, là, on parle de ne pas manger de la viande le vendredi, mais là, dans ce temps-là, je crois que c'était, peut-être remonter un peu plus loin, back dans le temps, mais c'était tout le temps. Oui, tous les vendredis, oui. Et ça dit encore, j'ai lu dans la petite gazette de la cathédrale l'autre jour, ça dit, en théorie, ça serait bien de ne pas manger de viande tous les vendredis de l'année, mais... Oui. Non, mais là, je parle de tout carême en plus. Oh, tout carême. Tout carême, oui. Okay, il y avait certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Ça fait, en tout cas, d'après les explications, puis il y avait une autre dame, Madame, comment elle s'appelle, Blanchet, c'est elle qui a écrit le livre qui nous aide maintenant à préserver ces danses, parce qu'elle a écrit toutes les paroles, les airs de la musique et aussi les pas qu'il fallait suivre pour les danses. Madame Blanchette, mais je ne peux pas me rappeler son prénom. En tout cas, Catherine Blanchette, c'est ça. Et elle avait une petite école dans ce temps-là, c'était une petite école privée. Et elle, c'était un genre de folkloriste aussi qui avait réussi à garder beaucoup de chansons du vieux temps en français. Mais en tout cas, l'affaire avec ces non-danses, si tu veux, c'était, bon, s'il fallait pas danser pendant la période de carême, eh bien, on pouvait marcher
peut-être marcher en cercle. Si on ne pouvait pas avoir de la musique, eh bien, peut-être qu'on pouvait simplement chanter. Donc, ce sont des danses qui sont accompagnées par la musique, mais seulement la musique chantée. OK. Donc, par les voix. Et puis, il paraît qu'il ne fallait pas avoir des bals où les jeunes, ou ni des vieux, dansaient en couple. Mais l'affaire avec ces non-danses, les jeux de carême, c'était qu'on changeait de partenaire souvent, tout le long des danses. Ça fait que ce n'était pas comme ça qu'on faisait quand on allait au bal et on dansait seulement avec un homme dansait avec une femme ou vice-versa. Ça fait que d'après ça que j'ai compris de ces affaires, ça aurait été comme peut-être un dimanche après-midi, après la messe, après le dîner de dimanche, un groupe de jeunes personnes, des jeunes de 13, 14, 15 ans, qui commençaient à être de l'âge de courtiser, mais qu'il fallait toujours être surveillés. Donc, souvent, il y avait une tante, peut-être une jeune tante qui n'était pas encore mariée, ou une tante, ou peut-être une jeune veuve, ou quelqu'un de la famille qui aurait surveillé ces jeunes pendant qu'ils dansaient et qui aurait mené la chanson. OK. Et donc, ils auraient passé l'après-midi à danser ces danses et à s'amuser ensemble, mais pas s'amuser de trop, parce que c'était carême. Et évidemment, bon, il y a cette tradition des jeux de carême, mais on les connaît aussi comme des danses rondes qui, bon, évidemment, il y avait la pratique de faire, excusez-moi, de faire ces danses aussi un dimanche après-midi, qui n'était pas un dimanche de carême. Est-ce que c'est comme un square dance un peu, ou est-ce que c'est similaire ou c'est autre chose, complètement autre chose? Ben, c'est pas carré parce que c'est pas carré, et c'est pas comme les danses qui se faisaient en long non plus. Vraiment, c'était des danses en cercle. Et d'après ce que je me rappelle, toutes les danses rondes que moi je connais commencent par le cercle. Donc, on a un groupe, garçon-fille, etc. Et on se prenait les mains et on avançait en cercle. Et puis, on renversait le cercle. Et puis, peut-être, on rentrait vers le milieu du cercle. Peut-être, on faisait ce qu'on appelait la chaîne anglaise. Et la chaîne anglaise, c'est qu'on garde toujours le cercle, mais le garçon va se tourner vers la fille comme ça, en couple, en partenaire, et puis on va se prendre la main comme ça. Ah, OK. Puis ça donc ça fait, voilà, ça fait une chaîne anglaise. Et puis il y avait une autre promenade où peut-être la fille avançait ou le garçon pas, ou non, je pense que c'est les garçons qui avançaient. Mais il y avait beaucoup de mouvements, mais toujours on gardait le cercle. Donc il n'y avait pas de danse carrée et pas de danse qu'on appelait des contre-danses où il y avait comme deux lignes de personnes non plus. Ben, je crois qu'il faut répéter là que toi, tu n'as pas fait tout ça. C'est juste des choses que tu as appris, mais... Non, ma jeunesse, c'était Evangeline Club et oui, exactement, Chubby Checker et tout ça. Donc, mais avec ça en tête, comment est-ce que, en parlant de... Ben, je te demande tous tes conseils là. Pour les gens qui s'intéressent à la culture ou tradition, comment est-ce que tu... quels sont tes conseils pour parler peut-être à une personne âgée et pour dire, ben, parce que quand tu demandais aux personnes âgées, comment est-ce que ça faisait pour les danses rondes ou ci ou ça, est-ce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas comme, ben, pourquoi tu t'intéresses à tout ça, là? Non, on ne va pas parler de ça. On va parler de Chubby Checker ou quelque chose, parce que ça, c'est dans le passé. À ce temps, c'est Chubby Checker. Est-ce que tu as des conseils pour des gens, surtout des gens qui sont peut-être moins âgés, qui veulent parler à des personnes plus âgées pour demander quelles étaient les traditions, comment est-ce que vous autres faisiez pour ci ou pour ça? Mais c'est sûr que chaque génération a ses traditions, n'est-ce pas? Oui. Moi, j'ai de la chance d'avoir l'âge qui m'a permis de poser des questions aux gens âgés, quand moi j'étais plus jeune, des gens qui faisaient des choses qui sont maintenant, qui font très folklore
pour nous autres. Mais si j'allais donner des conseils à une jeune personne, par exemple un étudiant au niveau du collège, il faut bien travailler avec une autre génération de personnes âgées. Parce que les gens qui ont à cette heure l'âge de ma mère qui a été élevée bilingue, par exemple, elle a aussi des traditions. Ça aurait été des traditions qui incluaient le jitterbug, par exemple, parce que c'était une génération juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a autant de traditions qui paraissent un peu plus modernes. Ce n'est pas parce que c'est l'époque des chevaux et des boguets qu'il n'y a pas eu des traditions, par exemple. Donc, il faudra d'abord que la personne qui va poser les questions prépare ses questions, que cette personne réfléchisse un peu à l'époque. Par exemple, je demanderais peut-être à ma mère si elle avait jamais entendu parler pour les danses rondes ou des petites danses qu'ils auraient fait quand elle était petite, parce que certaines de ces choses-là, peut-être, seraient plus l'habitude des adolescents, mais parfois c'était des choses qui se faisaient avec des petits. Avec des enfants de 4-5 ans, par exemple. Donc, elle aurait été assez... Ben, ça aurait été elle. Oui. Si, c'est ça. Oui. Peut-être. Donc, et si on va... Donc, il faudra faire un peu de recherche pour imaginer, bon, une personne qui a à cette heure 75 ans, comment est-ce que les affaires auraient été pendant l'adolescence de cette personne. Donc, il faut vraiment se fixer dans la réalité. Il ne faut pas avoir des questions qui font complètement hors de possibilités. Et je pense que la deuxième chose, c'est d'éviter des questions oui ou non. Bon, ce n'est pas pour dire de ne pas poser des questions oui ou non, mais si on demande est-ce que tu es allé au bal quand tu étais... Oui, c'est ça. Voilà. Et ça dépend. Quelqu'un qui aime parler va peut-être prendre ça comme un lead question et va partir avec ça et tu auras plein d'informations. Mais si tu disais, j'ai entendu qu'il y avait des bals, tu peux me parler des bals dans le vieux temps? Et si la personne a eu l'expérience, elle va peut-être en parler, sinon elle va peut-être dire, mais j'ai entendu parler que. C'est-à-dire, il faut trouver des questions ouvertes mais précises. Qu'est-ce que tu faisais pour t'amuser avec tes petits frères et sœurs? Qu'est-ce que tu faisais pour t'amuser quand tu avais 14-15 ans? Mais surtout ça, j'ai trouvé que des fois, quand je fais des entretiens avec du monde, ils disent, oh, je connais pas si moi je suis experte en tout ça, mais si c'est qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 4-5 ans, ben, tout le monde est expert en ce qu'ils faisaient quand ils avaient 4 ou 5 ans. Hein. Ouais. Et parfois, il faut, parce que des fois, ce qui va se passer, je sais que j'ai eu l'expérience avec Brenda Mounier qui m'a aidée quand j'ai lancé les recherches pour Tonnerre mes chiens, merci de me rappeler le nom de mon livre. Tonnerre mes chiens. Quand j'ai commencé, qui est évidemment, c'est une collection d'expressions. Et si tu vas demander à un Acadien, tu connais des expressions imagées ou des expressions... Non, pas vraiment. Mais si tu arrives avec des... Tu n'as jamais entendu parler de blablabla. Tu as entendu parler de croche comme un baril de serpent? Non, mais j'ai entendu parler de croche comme un baril de hameçon. Voilà, donc... Bon, madame, c'est tout le temps qu'on a. On a toujours plus de questions pour madame. Mais quand même, merci et à la prochaine fois. C'était un plaisir.